Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire Une heure pour comprendre et agir de l'ARBE, un webinaire consacré aujourd'hui à la connaissance naturaliste en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots sur l'ARBE. Donc l'ARBE, c'est un établissement public de coopération environnementale qui regroupe la région, l'État, avec différents établissements publics, des collectivités engagées et des représentants associatifs et du secteur socio-économique. Donc notre rôle, hein, c'est de catalyser les énergies, les compétences et d'impulser une dynamique en faveur, voilà, des bonnes pratiques de préservation de la biodiversité et de l'eau. On est 40 agents et on a quatre grands axes d'intervention: l'accompagnement des collectivités et des acteurs, l'amélioration et la valorisation des connaissances, l'information, la sensibilisation et la formation des différents publics aux enjeux de la biodiversité, de l'eau et de la transition écologique, et enfin l'animation de réseaux d'acteurs. Euh, Dans le cadre du cycle annuel de webinaires proposés par la RBE, là, vous avez d'ailleurs à l'écran les webinaires de ce premier semestre, hein. Il en reste encore deux d'ici la fin, d'ici l'été. Donc, l'idée de ces webinaires, c'est vraiment de proposer sur un temps court des sujets à un public large pour toucher le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à vous abonner à notre newsletter pour prendre connaissance voilà, des sujets traités dans ce cycle de webinaires et pour également d'autres actualités. Euh, alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la connaissance naturaliste. De quelles connaissances faune et flore disposons-nous en Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors, pour nous en parler, trois intervenants. Sarah Jeanroy, qui est chargée de mission de biodiversité à la région Sud et qui interviendra en introduction et contextualisera le sujet. Puis Lorraine Keller, responsable du pôle biodiversité régionale au Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Virgile Noble, responsable connaissances et systèmes d'information au Conservatoire botanique national méditerranéen, qui vous présenteront l'état des lieux sur la connaissance naturaliste qui a été réalisée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ils interviendront sur la méthodologie qu'ils ont utilisée, puis ils détailleront le volet faune et le volet flore habitat. On aura bien sûr à la fin du webinaire un temps de questions-réponses. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, hein, vos micros, vos caméras sont coupés, mais vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le module dédié à cet effet, hein, qui est en bas de votre écran, notamment, normalement. Et voilà, sachez que ce webinaire, il est enregistré et que le replay sera disponible ainsi que les supports de présentation dès la semaine prochaine. Voilà, je laisse maintenant la parole à Sarah Jeanroy pour quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Sarah Jeanroy, chargée de mission biodiversité à la région. Je suis ravie que soit organisé ce webinaire de présentation et de valorisation de deux études collégiales qui ont été réalisées pour la partie faune par le Conservatoire d'espaces naturels, la Ligue pour la protection des oiseaux et le groupe Chiroptère de Provence, et pour la partie flore par le Conservatoire botanique méditerranéen et le Conservatoire botanique national alpin. Et cette étude, bien sûr, elle a été réalisée aux côtés de nos partenaires État, l'ADREAL, l'OFB, etc. Je remercie bien sûr l'ARB et l'ORB pour l'organisation de ce webinaire, de nos deux intervenants, Lorraine Keller du CEN et Virgile Noble du CBN Med, pour leurs interventions, et à vous tous, bien sûr, pour votre présence et l'intérêt que vous portez à ce sujet. La connaissance, comme vous le savez, c'est une composante essentielle pour préserver et valoriser la biodiversité. Elle est un préalable indispensable à sa prise en compte dans les activités humaines, l'aménagement du territoire, et c'est elle qui permet la définition de politiques publiques pertinentes. La connaissance, quand on parle de connaissance, on va parler d'acquisition, des protocoles, des méthodes que l'on va mettre en place, des espèces, la structuration des données ou encore le partage pour rendre accessibles toutes ces données. Pour cela, la région elle agit depuis près de 25 ans avec les services de l'État pour mettre en œuvre et développer des référentiels, des outils, Silène, l'ORB, les SNIEF, les listes rouges,
en sont quelques grandes illustrations les plus marquantes. La connaissance, c'est aussi quelque chose d'hégémonique et d'illimité. On pourrait tout connaître sur tous les territoires. Aussi, il devient nécessaire de se fixer des priorités collégiales pour l'acquisition des connaissances. Et c'est dans ce cadre-là qu'ont été conduites cette étude et qui s'intègre dans l'élaboration d'une feuille de route vers une stratégie d'acquisition des connaissances qui va se traduire en 2 points. Le premier, donc, c'est un état des lieux. Il était important qu'on puisse définir et d'identifier ce qu'on connaît, où en sont nos lacunes des connaissances. Et une deuxième phase, d'effectuer des priorités sur l'acquisition des connaissances que nous allons mettre en œuvre. Donc, le travail qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est donc cet état des lieux. Pour la faune, c'est une première étape où a été investigué des groupes taxonomiques les mieux étudiés et les plus accessibles dans nos bases de données. Donc, Lorraine vous en fera la présentation. Et pour la flore, on est dans un champ un peu plus large. Je ne vous en dirai pas davantage. Je donne la parole à Lorraine et je l'en remercie par avance. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran avec la présentation. Est-ce que vous me confirmez que ça fonctionne? Alors, pour le moment, moi, je n'ai pas l'écran. Alors, pourquoi ça marche chez moi? Tu as bien partagé ton écran? Tu as bien le Oui, partage? moi, il me note dans l'aperçu que ça fonctionne, mais donc je vais retenter. Et D'accord. Corinne, tu as désactivé le tien, peut-être. Normalement, là, ça devrait marcher. Voilà, c'était moi. Désolée. C'est bon, ça fonctionne pour tout le monde? Oui. Ok, super. Donc, comme le disait, je vais juste le basculer de côté. Sarah Jean-Roy, donc, elle a planté le décor. Hein. La région porte une stratégie régionale de conservation de la biodiversité. Et comme on le sait, on ne peut conserver que ce qu'on connaît. Donc, il fallait d'abord travailler sur faire l'état des lieux de la connaissance, alors en matière de biodiversité, sur ce territoire. C'est un champ qui est très vaste, la connaissance en matière de biodiversité, et qu'on a cherché à cibler. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'était quel était l'état de la connaissance disponible à l'heure actuelle en base de données. On a travaillé sur un périmètre bien spécifique. Comme l'a dit Sarah, la connaissance est quelque chose de très, très vaste. Nous, on ne s'est concentré que sur 2 aspects. Donc, d'abord, le territoire. On a travaillé sur la connaissance continentale, donc uniquement sur les espèces, alors en milieu terrestre et aquatique, mais non marine. Ensuite, on a travaillé sur la connaissance taxonomique, donc les espèces présentes, et la connaissance chorologique, c'est-à-dire leur répartition à l'échelle régionale. Et comme le disait Sarah, sur les groupes qu'on a travaillés, on a ciblé sur les groupes sur lesquels il y avait une dynamique de connaissances historiques et actuelles qui était assez forte pour qu'on puisse présupposer que les connaissances en base de données étaient suffisantes pour pouvoir porter l'analyse. Cette première étude, c'est un premier pas. Elle s'intègre dans un projet beaucoup plus vaste. Et donc, les groupes sur lesquels on a travaillé dans l'étude qui a été menée jusqu'à aujourd'hui et qu'on va vous présenter, ce n'est pas une fin en soi, c'est une première étape. On travaille déjà actuellement en 2024 sur d'autres groupes taxonomiques pour élargir ce champ-là et sur la suite, mais Sarah y reviendra. Donc, pour le balayer plus rapidement, les groupes sur lesquels on a travaillé, c'est donc la flore vasculaire, les bryophytes, la fonge, les algues, les vertébrés, donc mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, et pour ce qui est invertébrés, odonates, orthoptéroïdes, c'est-à-dire menthes, orthoptères et phasmes, et les rhopalocères, donc papillons de jour, on va le dire comme ça. Cette étude, elle a été menée avec un partenariat que vous a présenté Sarah. Et donc, pour la faune spécifiquement, elle a agrégé les données du GCP, de la LPO et du CENPACA. La première étape de notre étude, ça a été de capitaliser, de compiler les données naturalistes qui étaient présentes sur ces groupes-là. Donc, encore une fois, on a travaillé d'abord sur la base de données régionale. Hein, donc, on s'est servi de Silène, qui a été notre socle d'études,
qu'on est venu compléter et alimenter avec les bases de données donc, du GCP et de la LPO sur les groupes taxonomiques qu'on étudiait ici. On a ensuite analysé les données qui étaient disponibles, connaître leur niveau de définition, leur complétude, leur date, et on a travaillé que sur des données actualisées, c'est-à-dire après 2000. Et ensuite, donc, ces données-là nous ont permis de produire les évaluations qu'on va vous présenter maintenant. Donc, connaissance taxonomique, la liste de référence des espèces, et connaissance chorologique, encore une fois, la répartition des différents taxons à l'échelle régionale. Sur cette base-là, on a défini les lacunes de connaissances en matière géographique, donc les territoires sur lesquels il y avait besoin d'améliorer la connaissance, territoire et habitat, et ensuite les groupes taxonomiques, les espèces prioritaires selon nous et selon les données disponibles sur lesquelles il fallait réaliser les améliorations de la connaissance. C'est ce qui clôturera ma présentation. Pour produire cette analyse, on a développé avec le CB un indicateur visuel rapidement pour pouvoir évaluer l'état de la connaissance sur les différents groupes taxonomiques. Donc, c'est la frise qui est présentée à l'écran actuellement et qui présuppose que, comme je le disais, on ne peut évaluer que ce qu'on connaît bien. Donc, la première chose, c'était les premiers niveaux sont sur la connaissance taxonomique, donc la connaissance des taxons présents en région, et ensuite la connaissance de leur répartition. Et l'indicateur permet de se positionner dans cette grille et donc de comparer les différents groupes taxonomiques. Je laisse peut-être Virgile prendre la main sur la suite de la présentation de ces indicateurs. Oui, l'idée de cet indice, c'est de résumer de manière très visuelle et très synthétique une démarche qui peut paraître très complexe, hein. Ah, j'ai perdu le... parce que la connaissance donc, peut partir dans toutes les directions, être quelque part quelque chose d'infini. Donc nous avons travaillé à une échelle à 8 niveaux qui traduit donc effectivement les 4 premières étapes sont la connaissance des taxons en présence. On est bien dans de la connaissance naturaliste, hein, donc la première étape, c'est de connaître les êtres vivants en présence sur le territoire considéré, là en l'occurrence la région PACA. Et donc vous avez là un peu plus de détails sur les différentes choses qu'il faut pouvoir mobiliser ou pas afin de grimper les différents échelons de cet indicateur. La deuxième partie de l'indicateur, à partir de la note 5, correspond à une connaissance de la répartition, ce qui permet de mieux comprendre d'autres aspects de la biodiversité, à savoir le côté rare, pas rare des espèces et tout un tas d'autres choses pareil, vont faire l'objet de différentes mobilisations de données, d'une résolution spatiale de plus en plus fine pour atteindre une sorte d'objectif idéal qui est fixé ici comme une bonne connaissance de la plupart des espèces pour un groupe taxonomique à une résolution de 5 km. Donc cette démarche de connaissance nécessite la mobilisation, enfin la connaissance déjà des ressources disponibles en région, hein, que ça peut être des données récentes et numériques, mais ça peut être aussi la mobilisation d'experts, d'éléments de la littérature. Il y a des notions d'accessibilité de cette ressource. C'est pas parce qu'une ressource est disponible qu'elle est mobilisable facilement, donc ça contribue à se positionner dans la note et ainsi de suite. Donc vous allez voir cet indicateur repris pour les différents groupes taxonomiques que nous avons évalués dans cette étude au fur et à mesure de la présentation. Juste un petit focus, je viens de l'évoquer, la notion de disponibilité d'experts en région et de réseau de personnes actives sur la connaissance naturaliste. C'est pour vous illustrer, comme là vous avez un diagramme qui vous montre au cours des années le nombre d'espèces qui sont, on va dire, inventoriées tous les ans en région PACA dans les données flore du Conservatoire botanique national méditerranéen. Donc en rouge, vous avez l'activité d'un organisme professionnel dont c'est quelque part la mission principale de faire de l'inventaire. Donc nous captons en moyenne ces dernières années autour de 4000 espèces végétales tous les ans sur la région PACA. On voit une augmentation progressive au fur et à mesure du temps avec cette volonté d'amélioration de la connaissance. Mais on anime par ailleurs et on fait converger un certain nombre d'observations d'un vaste réseau de partenaires. Et on voit la contribution du réseau des partenaires, c'est-à-dire qu'en intégrant les données des partenaires aux données du réseau professionnel, enfin des données du conservatoire, on atteint plutôt les 5800, presque 6000 espèces vues annuellement. Donc on voit que l'apport de ce réseau est très significatif.
Et sans lui, on aurait une vision relativement partielle. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet pour ce qui concerne la faune. Euh, donc, les résultats de l'analyse qui a été produite. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'ai des soucis de... Ça Oui, clignote. l'écran. C'est bon, ça défile? Oui. Ok, parfait. Bon, Pardon, Laurette. petit décalage de mon côté. Pour rentrer dans le concret, dans les productions qui ont été faites, donc la première question qu'on s'est posée, c'était quels étaient les taxons qui étaient connus sur le territoire régional. Donc vraiment, on a cherché à dresser la liste. Bon, encore une fois, pour les groupes taxonomiques qu'on a étudiés, hein, tout ce qu'on va présenter ici, c'est pour ces groupes taxonomiques spécifiques, donc qui sont listés à gauche dans le tableau. Donc, quels sont les taxons présents sur le territoire régional? Donc, on a dressé cette liste-là. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les données qui sont présentes en base sont actualisées, c'est-à-dire qu'elles datent après 2000, d'après 2000. Bon, cette borne temporelle, hein, c'est une borne qui est entre guillemets arbitraire. On considère que c'est quelque chose qui est acceptable, communément acceptable, donc d'avoir à peu près une vingtaine d'années de recul, ça fait une donnée assez récente et actualisée. Donc vous voyez dans le tableau ici le nombre d'espèces qui sont connues pour les différents groupes taxonomiques, la date des différentes, le nombre d'observations récentes et la pression d'observation. Ce que ce tableau nous permet de dire, c'est que pour l'ensemble des groupes taxonomiques de la faune qui ont été traités, on a d'abord une liste de référence qui est complète. Donc, on a bien des données, au moins une donnée pour toutes les espèces qui sont connues en région PACA. Et ensuite, que ces données sont actualisées. Donc, il y a bien des données après 2000, ce qui est une très bonne nouvelle pour ce travail-là. Ce travail il a aussi permis de dresser la liste de référence, donc vraiment la liste par groupe taxonomique de toutes les espèces présentes. Donc, le but, ce n'est pas de rentrer ici dans le vif du tableau, hein, c'est simplement pour vous donner une illustration. Donc, ces listes de référence, là, c'est pour les orthoptères, hein, c'est donc la liste de toutes les espèces qui sont présentes en PACA, leur statut biologique, leur statut de présence, donc est-ce qu'elles sont indigènes, est-ce qu'elles sont exogènes établies, est-ce qu'elles sont présentes uniquement de manière occasionnelle. Donc ça, c'est pour la région. Et on a fait le même travail par département, donc savoir si les espèces étaient présentes, potentielles, absentes, pour tous ces groupes taxonomiques. Donc c'est une base de données riche et un catalogue qui nous permet vraiment d'asseoir la connaissance en région. Ensuite, la question qu'on a posée, c'était pour chaque espèce, pour chaque taxon, quel est le niveau de connaissance de sa répartition? Et est-ce que cette répartition, elle est traduite par les données qui sont présentes en base? Et ensuite, pour chaque groupe taxonomique, donc on passe à l'échelle d'au-dessus, quelle est la répartition des données disponibles? Et est-ce qu'encore une fois, cette couverture du territoire est représentative de la réalité de la présence de ce groupe taxonomique à l'échelle régionale? Là encore, donc pour chaque espèce, quel niveau de connaissance? On a vraiment traité pour chaque espèce de comparer la répartition d'une espèce au travers des données qui sont présentes en base et la répartition qui est connue par les experts et par la littérature. Et on a évalué cette cohérence. Donc, on voit par exemple, si on prend l'exemple, je ne sais pas moi, des odonates, on a 74 espèces qui sont présentes en PACA. Cette liste est complète. On a 2 espèces pour lesquelles la connaissance, alors en base, hein, donc les nombres de données, est très fidèle à la présence de l'espèce au niveau régional. Donc, on a une représentation d'au moins 80% du territoire par des données, donc du territoire de présence de l'espèce par des données. Je vous l'illustrerai par une carte ensuite. On a 51 espèces pour lesquelles cette connaissance est quand même très bonne, puisque on a 80% du territoire, mais à la maille 10 km qui est représenté par des données. Et ensuite, on a les 2 dernières colonnes qui sont les plus signifiantes par rapport à l'étude qui est menée. C'est qu'on a donc 16 espèces en lacune de connaissance et 5 qui sont jugées non évaluables. Donc, c'est bien sur ces espèces-ci qu'il y a un effort d'amélioration de la connaissance à produire. Comme je vous le disais, pour illustrer un petit peu ce que ça signifie, vous avez ici une des illustrations de cartes qui a été produite. Donc là, c'est pour le campagnol amphibie. Donc, avec la répartition de l'espèce par maille à partir des données qui sont présentes en base de données. Donc, on voit ici cette répartition. Et c'est cette répartition des données qu'on a comparée à la répartition de l'espèce connue en région pour voir s'il y avait une concordance et quel pourcentage du territoire du territoire de présence de l'espèce était effectivement traduit par des données en base de données. Ensuite, comme je le disais, le deuxième niveau d'analyse, c'était au niveau du groupe taxonomique. Donc, quelle était la répartition des données disponibles pour chaque groupe taxonomique?
et quelle était la couverture du territoire. Donc, est-ce que l'inventaire couvrait le territoire pour le groupe taxonomique? Donc là encore, hein, c'est un ensemble de données qui ont été analysées et cumulées et qui nous permettent de produire les cartes suivantes. Donc là, c'est par groupe taxonomique. Donc ici, c'est pour une illustration pour les papillons de jour, les rhopalocères. Et donc, vous voyez donc ici à la maille 5 km, quelle est la richesse spécifique de chacune des mailles présentes sur le territoire de PACA. Les mailles les plus foncées mettent en avant un nombre d'espèces dans la maille qui est très important. Et au contraire, les mailles les plus claires, c'est avec le nombre d'espèces le plus faible. Il ne faut pas se tromper, ici c'est vraiment un état des lieux de la connaissance présente en base de données. Ça ne veut pas dire qu'une maille blanche est une maille sur laquelle on a une lacune. C'est une maille où potentiellement soit on a une lacune, soit c'est un territoire qui présente peu d'habitats favorables, par exemple, à ce groupe taxonomique et que donc on attend peu d'espèces. Voilà, c'est vraiment un état des lieux. Cet état des lieux, il a été fait donc pour les mailles 5.5, pour les mailles 10.10, et également à l'échelle communale. Donc ça nous permet de vraiment dresser un portrait de la connaissance actuelle sur ces différents niveaux de territoire. En croisant tous ces éléments-là, on a pu donc utiliser, noter la connaissance sur les différents groupes taxonomiques au travers de l'indicateur qu'on vous a présenté avec Virgile. Vous en avez ici la synthèse pour les différents groupes taxonomiques. On voit que pour deux groupes, les orthoptéroïdes et les mammifères, donc hors chiroptères, on a un niveau de connaissance qui est très lacunaire. Donc pour tous les groupes, on a bien passé le niveau de la connaissance taxonomique, on a bien des listes de références qui sont actualisées, qui sont complètes. Donc c'est pour ça qu'on est au niveau, qu'on commence au niveau 5 de l'indicateur. Donc pour ces deux groupes, un niveau très lacunaire. Ensuite, pour une bonne partie des groupes, une connaissance chorologique qui est jugée partielle. Et enfin, pour les oiseaux, une connaissance chorologique jugée bonne. Si je prends les deux extrêmes, donc pour les oiseaux, on a une connaissance chorologique qui est bonne, qui est issue d'une histoire de capitalisation de la connaissance et d'une pression de prospection pour les ornithologues qui est assez ancienne, qui est dynamique et voilà, d'une habitude de capitalisation de la connaissance. À l'inverse, pour les orthoptéroïdes et les mammifères, on a une note de 5 qui recouvre des cas de figure qui sont très différents. Pour les orthoptéroïdes, par exemple, on a un nombre d'espèces qui est très important, une connaissance qui est plutôt bonne, mais par contre avec quelques bases de données qui ne sont pas encore partagées et qui donc qui mériteraient de l'aide pour qu'on puisse atteindre le niveau supérieur. À l'inverse, pour les mammifères, on a une grande disparité selon les sous-groupes que l'on traite. Par exemple, tout ce qui est grands prédateurs, on a d'excellentes connaissances actualisées et partagées. À l'inverse, pour les micro-mammifères, on a des énormes lacunes de connaissances. Voilà. Donc, c'est un petit peu ces indices-là permettent de dresser un portrait rapide, de comparer, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a des cas de figure qui sont différents pour un indice similaire. Si je vous l'illustre, ici, donc j'ai repris l'exemple des rhopalocères, vous avez les différents critères qui sont utilisés pour noter, pour scorer le groupe taxonomique. Et donc, si on prend l'exemple des rhopalocères, on a bien une liste de références qui, comme pour tous les autres groupes, est actualisée, donc ici avec 217 espèces, des données bibliographiques qui sont mobilisées, des experts qui sont mobilisés, la donnée qui est centralisée. Mais par contre, on a une couverture du territoire, donc à la maille 10-10, qui est hétérogène. Donc on a des territoires qui sont très bien connus et d'autres au contraire qui ne sont moins bien connus. Donc on n'a pas une représentation à l'échelle régionale dans l'inventaire de la réalité de la diversité et de la répartition des espèces. Et on a encore au moins 10% d'espèces qui sont en lacune de connaissance, enfin plus de 10% d'espèces qui sont en lacune de connaissance. Donc là aussi, ce critère n'est pas rempli. On a donc une note qui est à 6. Une fois qu'on avait produit cette analyse, l'idée, c'était bien sûr de savoir sur quel axe on pouvait travailler pour améliorer cette connaissance. Donc on a un état des lieux et maintenant on cherche à le traduire en piste d'amélioration. Et donc, comme je vous le disais, il y avait deux axes qui étaient traités. Une amélioration de la connaissance géographique, donc quel territoire était en lacune de connaissance et il fallait cibler en priorité pour réaliser l'analyse. Cette analyse-là a été faite au niveau départemental, avec des zooms plus précis. Et en deuxième axe, quelles étaient les espèces sur lesquelles, alors espèces ou groupes d'espèces, sur lesquelles il fallait mettre une priorité dans l'amélioration de la connaissance. Pour ce second point, donc les groupes d'espèces, ou les espèces, par définition, il a fallu faire des choix. Et donc, on a ciblé les espèces sur lesquelles vraiment il y avait un enjeu de connaissance par rapport à un enjeu de conservation qui était fort, ou pour lesquelles le pas à franchir pour avoir une connaissance très forte était assez facile à produire. Là encore, je vais vous donner un exemple. Donc, par rapport aux connaissances géographiques, donc ici, c'est l'exemple des oiseaux.
Donc, on voit assez rapidement sur cette carte. Donc, ici, c'est une carte des lacunes de connaissances. Donc, on a croisé les connaissances disponibles en base, donc nos fameuses cartes bleues de tout à l'heure avec les mailles donc de couleur avec la richesse spécifique, avec la richesse spécifique qui aurait été attendue sur les mailles. Et donc, si la richesse spécifique était en base était cohérente avec la richesse spécifique attendue, on est vers les mailles vertes. Et si à l'inverse, on a une richesse spécifique en base qui est beaucoup plus faible que ce qui pourrait être attendu sur cette maille-là, au vu de la présence des habitats, de la répartition des espèces, là on est plutôt vers les mailles rouges. Donc ici, pour les oiseaux, on voit tout de suite que les Alpes de Haute-Provence ressortent, on a pas mal de mailles rouges et de mailles oranges, et donc c'est le territoire qui présente le plus de lacunes de connaissances pour ce groupe. Et l'analyse qui a été produite avec la LPO et le CNPACA, c'était plus fin, et ça a montré que les territoires, les habitats qui sont lacunes de connaissances, ce sont les massifs forestiers, qui sont très homogènes et donc un peu moins attractifs souvent pour les ornithologues, ou pas forcément faciles d'accès, parce que parfois en milieu un petit peu escarpé. Ensuite, les milieux agricoles, ici en l'occurrence pour des altitudes ciblées entre 500 mètres et 1400 mètres d'altitude, là aussi un manque d'attractivité parfois, et les pelouses et prairies entre 1000 mètres et l'étage nival, qui sont souvent très difficiles d'accès et donc qui permettent à moins d'experts d'aller prospecter ces zones-là. À l'inverse, on voit aussi que les Bouches-du-Rhône sont quasiment toutes en vert. C'est le département le mieux connu pour ce groupe taxonomique, avec une centralisation forte des connaissances en base de données. Donc je passe sur le territoire Camargue, hein, qui est un haut lieu de l'ornithologie, donc avec une activité très forte. Mais voilà, on a sur les Bouches-du-Rhône une capitalisation de la connaissance qui est très forte. Pour autant, on a encore quelques territoires qui sont en lacune, donc c'est ces mailles oranges qu'on voit apparaître sur la carte, avec le massif de la Montagnette, le massif du Concors, donc adossé à la Sainte-Victoire, et voilà, d'autres territoires qui sont un peu moins bien prospectés pour des raisons diverses et variées, d'attractivité, de diversité d'espèces qui motivent moins, on va dire, les prospections, et voilà, ou des propriétés privées. Voilà, il y a plusieurs axes qui sont possibles. Mais voilà le type de carte qu'on a pu produire par rapport à une approche donc géographique. Et donc on a ces cartes pour tous les groupes taxonomiques et ça nous a permis d'identifier les territoires en lacune et de décliner vraiment les orientations d'amélioration, donc les prospections qui seraient à réaliser pour combler ces lacunes. Donc, comme je le disais, par département et en ciblant, alors soit par exemple les types de milieux, comme on l'a vu là pour les Alpes de Haute-Provence, soit vraiment des lieux dits très particuliers sur lesquels il y a un enjeu particulier de connaissance ou vraiment une lacune forte. Voilà. Ça, c'est vraiment pour chaque département. Le pendant de cette analyse, c'est donc, comme je le disais, l'évaluation des lacunes de connaissances pour les espèces, et de la même manière pour la géographie, les orientations d'amélioration de la connaissance. Là, j'ai pris l'exemple, alors pas du tout des amphibiens, des reptiles, pardon. Donc, on a 5 espèces qui sont jugées lacunaires, donc où la répartition présente en base ne traduit pas de la répartition réelle de ces espèces-là. Donc, c'est la tortue de Floride, la cistude d'Europe, la coronellis, la couleuvre d'Esculape et le lézard des souches. On a un genre qui est le genre anguisse, donc c'est les orvées, qui sont à l'heure actuelle jugés non évaluables puisqu'il y a un recoupement des territoires de l'orvée fragile et de l'orvée de Vérone sur le 0405 qui nécessite des analyses complémentaires, donc au niveau moléculaire, pour vraiment dissocier les territoires de ces deux espèces-là, et un déficit de connaissances pour les espèces non évaluables et les espèces qui sont jugées bonnes pour certains territoires. Donc, par exemple, on prend l'exemple de l'anguisse, les orvées, je vous les ai présentés, ou le lep d'Europe. Donc, sa présence, elle est confirmée dans les Bouches-du-Rhône, elle est connue sur les îles, elle est connue dans le Var et dans les Alpes-Maritimes sur les îles, avec une spécificité dans les Alpes-Maritimes, c'est qu'elle est également connue sur la zone continentale, et on suppose fortement qu'elle pourrait également être présente sur le continent, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà, là, c'est le type d'orientation qu'on a pu donner dans le rapport, donc les territoires à aller prospecter ou les types de milieux ou les interfaces à aller prospecter. Ça vous donne un petit peu un aperçu des différents axes. Donc ce travail-là, il a été fait, encore une fois, pour tous les groupes taxonomiques de la faune, par département et sur quelques espèces prioritaires, en décrivant quel était le type d'action à mener, donc prospection, analyse génétique, analyse moléculaire, enfin, en l'occurrence pour l'ORV, et les pistes d'action à mener. Voilà pour ce qui concerne la faune. Et pour la flore, je vais laisser la main à Virgile. Hmm.
Voilà. Donc, merci Laurine. Ben, je vais enchaîner, hein. Dans la même lignée, c'est exactement le même principe. Il y a aucune différence. On a appliqué ce principe donc à la flore au sens large, la flore vasculaire, bryoflore, et à la fonge. Mm. Donc, l'évaluation taxonomique de la flore et de la fonge, quels seront les taxons en présence? On est en présence de différents groupes, hein, donc assez diversifiés pour la flore vasculaire en région PACA, avec plus de 5 650 espèces connues, un grand nombre de données disponibles et une forte pression d'observation, hein. Donc, vous allez voir que c'est des groupes qui sont historiquement assez étudiés. La bryoflore, donc, qui correspond dans le langage commun, en gros, aux mousses, hein. Mousse et hépatique, avec quand même 1100 espèces en présence en région PACA, un groupe un peu moins, avec une pression d'observation moindre. Et puis des groupes relativement récents qu'on a choisi de mettre ici pour vous illustrer voilà, les écarts qui peuvent exister dans la connaissance taxonomique, la connaissance naturaliste. Donc le groupe de la fonge, donc les champignons au sens large, où là, nous sommes actuellement encore dans l'incapacité d'estimer le nombre d'espèces présentes en région PACA, hein, tout simplement, on en est là. Les lichens, pour lesquels on a une grande diversité également, et les charophytes, qui sont un petit groupe d'algues supérieures, très bio-indicateurs de la qualité des eaux, par exemple, et qui est régulièrement étudié, avec une cinquantaine d'espèces en région PACA. Donc, concernant la flore vasculaire, on est sur un groupe, comme je l'ai dit, historiquement bien étudié, qui est la mission principale des conservatoires botaniques nationaux depuis plus d'une vingtaine, trentaine d'années. Donc là, les listes d'espèces de référence sont disponibles, toutes les données bibliographiques existantes ont été mobilisées. Il y a eu un énorme travail ces dernières années de mobilisation de tous les jeux de données existants en région qui ont été numérisés, centralisés, partagés. Il y a un réseau d'experts très actif, hein, enfin ainsi de suite. Vous avez toutes les informations dans le tableau et donc on en est à juger donc la connaissance de ce groupe comme bonne à très très bonne, avec en fait des données très bien réparties sur l'ensemble du territoire, une très bonne connaissance des espèces en présence, ainsi de suite. Donc là, vous avez un exemple de cartographie du nombre d'espèces par maille. Donc on voit qu'il y a des hétérogénéités au niveau de la région, mais ces hétérogénéités traduisent une réalité sur le terrain, donc avec des secteurs plus ou moins diversifiés, en particulier en lien avec le relief. Et les mailles les plus pauvres qui vont être plutôt dans les grandes plaines agricoles ou, comme vous pouvez avoir l'impression de le voir, en ceinture de la région avec un effet de marge classique. Donc, par contre, derrière cette connaissance qui peut sembler très satisfaisante, se cachent quand même des lacunes, hein, et ces lacunes ont été mises en évidence en particulier au travers du travail de liste rouge de la flore vasculaire qui a été fait en 2015 et qui a mis en évidence qu'environ 10% de toutes ces espèces sont trop méconnues dans leur répartition pour pouvoir être évaluées selon les critères de l'UICN. Donc on a environ voilà, presque 300 espèces de la flore vasculaire en région qui restent vraiment mal étudiées, mal connues, pour plein de raisons qui peuvent aller de problèmes de difficultés d'identification ou de détermination, des fois des questionnements sur leur indigénat, mais beaucoup aussi d'incertitudes sur leur valeur taxonomique. Et on a également le cas d'espèces qui ont été découvertes très récemment et sur lesquelles on n'a aucun recul. Au niveau de l'évaluation chorologique, bon, j'ai dit qu'elle était très bonne au niveau de la région, mais c'est pareil, ça cache un phénomène qui est en train enfin, il y a un phénomène de fond qui est l'obsolescence de la donnée. Donc, on a beaucoup travaillé, vous le voyez sur le graphique en bas à droite, donc c'est le nombre d'observations compilées par an par les conservateurs botaniques. On voit qu'il y a un pic autour des années 2008-2009 qui correspond au summum de l'activité de récupération des jeux de données préexistants. Donc, on a une phase d'augmentation de la connaissance assez intense entre les années 2000 et les années 2010. Et on voit que là, doucement, on baisse par épuisement du stock, quelque part. Et donc, ça peut avoir pour effet que les données vont vieillir progressivement et qu'on va se retrouver
avec des territoires où la connaissance est certes bonne à un temps T, mais 10, 20 ans après, on peut avoir des doutes sur son actualité, quoi. Donc, ce qu'on va appeler l'obsolescence des données. Et là, vous avez un aperçu sur la carte de secteurs, donc plus c'est bleu, mieux c'est, du pourcentage d'espèces confirmées dans les 20 dernières années par rapport à l'intégralité de la flore connue dans la maille. Et on voit commence à apparaître des territoires comme les Hautes-Alpes qui commencent à avoir un taux d'espèces non confirmées qui augmente et qui correspond effectivement à un différentiel entre l'effort qui avait été fait de connaissances dans les années 90 sur ce département et qui est difficile à maintenir encore aujourd'hui. Donc une vigilance sur cet aspect-là qui doit être toujours avoir toujours en tête. Donc les enjeux préidentifiés pour l'avenir sur la flore vasculaire, donc vu qu'on est en haut de notre objectif de connaissance, dans les notes plutôt hautes de l'indice, c'est de faire en sorte d'y rester en fait, et donc de maintenir ce bon état des connaissances en continuant la veille, en luttant contre l'obsolescence des données, et en gardant toujours pour objectif de disposer d'un inventaire homogène et actualisé à l'échelle de toute la région à la résolution d'une maille de 5 km, ce qui implique des efforts quand même considérables quand on sait qu'on a une diversité moyenne d'espèces par maille en région PACA de l'ordre de 500 espèces. En parallèle de cet objectif de fond, on va se fixer des objectifs d'études beaucoup plus ciblés sur les espèces qui sont soit en jeu de conservation particulier, soit les espèces menacées, et en particulier un effort sur les espèces méconnues et les groupes complexes, le petit 10% d'espèces qui restent toujours, qui échappent un petit peu à la connaissance et parmi lesquelles peut se cacher des espèces à fort enjeu de conservation. Je vais passer maintenant au monde des cryptogames et de la bryoflore. Donc là, les mousses, un- un compartiment de la biodiversité beaucoup plus méconnu, hein. La liste de référence actuellement en région PACA n'est ni complète ni actualisée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas certains de disposer d'une liste exhaustive des taxons en présence à l'échelle de la région. Pourtant, nous avons déjà mobilisé la plupart des données bibliographiques et les principaux jeux de données contemporains. Mais finalement, pourquoi ce doute à la fois parce que l'échantillonnage du territoire est relativement lacunaire, mais aussi parce que nous ne disposons pas vraiment de beaucoup d'experts en région qui sont actifs sur la région PACA et un réseau de contributeurs, d'observateurs sur le terrain, si vous voulez, au quotidien, qui assure cette pression d'observation. Et au niveau de la briophore, il y en a un, mais c'est très très réduit, quoi. Ça se résume à quelques personnes, donc on peut douter d'une pression suffisante à l'échelle de la région. Si on étudie la couverture du territoire à une résolution de 10 sur 10 km sur 10 km, on se rend compte déjà que c'est hétérogène. Donc on est loin des standards exigés pour atteindre les notes hautes de notre indice et on va s'arrêter donc sur les niveaux 2-3 d'une connaissance taxonomique presque aboutie mais non actualisée. C'est-à-dire que, je vais le dire après, excusez-moi. Donc là, sur la carte, vous avez cet aperçu de mon propos, donc une carte du nombre d'observations disponibles, hein. Là, on n'est pas dans le nombre d'espèces, on n'est pas dans une carte de richesse, on est sur une carte du nombre d'observations, simplement. Et on voit tout de suite que certains secteurs ont tendance à concentrer les observations. Forcément, c'est des secteurs où la richesse en bryophyte est certainement très intéressante. Mais on a des grands secteurs comme la vallée du Rhône au sens très large, incluant la Camargue et une bonne moitié des Bouches-du-Rhône qui sont en blanc, c'est-à-dire que dans la plupart des mailles, nous n'avons même pas une seule information sur la bryoflore en présence. Donc sur le simple regard de cette carte, on peut conclure que de toute façon, la connaissance est trop hétérogène à l'échelle de la région pour aller plus loin. Donc impossible de faire des cartes de richesse, estimer les secteurs de plus forte richesse, et encore moins d'évaluer la fréquence et la rareté des espèces.
À cela s'ajoute ce que j'ai dit, c'est que environ 20% des espèces qui ont été historiquement mentionnées dans le département n'ont toujours pas été confirmées par une observation récente, ce qui illustre aussi un inventaire encore très lacunaire. Je vais passer au groupe des charophytes, donc un petit groupe d'une cinquantaine d'espèces d'algues qui se développent principalement dans des milieux aquatiques. Donc pour ce groupe relativement restreint, nous avons une liste complète et actualisée. Toutes les données ont été mobilisées aussi, les données existantes, des réseaux d'acteurs qui sont actifs et qui partagent leur information. Par contre, une couverture du territoire qui est relativement encore hétérogène. Tous les secteurs de la région PACA n'ont pas été prospectés réellement. Et donc, nous avons là une position sur l'indice de connaissance qui va plutôt être intermédiaire. On a passé le cap de la connaissance des espèces en présence, mais on est en train de travailler à la connaissance de leur répartition. Donc, on est entre les notes 5 et 6. Et enfin, le groupe de la Fonge, qui est le groupe certainement le plus diversifié de tous ceux qui vous sont présentés là sur le monde végétal. Certainement des dizaines de milliers d'espèces en présence. Deux cas particuliers dans ce grand groupe de la Fonge, les lichens et les champignons, la fungi, où nous avons des situations voilà, très très partielles dans la connaissance. Donc paradoxalement, sur les lichens, nous avons la liste de référence, qui a tout un réseau d'acteurs du monde associatif qui est mobilisé de longue date sur les lichens et qui publie donc des listes de référence depuis longtemps par département. Donc on a une connaissance relativement actuelle et complète. Mais par contre, tout le travail de mobilisation de l'existant reste à faire. Donc on est dans la situation d'un groupe qui est en théorie, pas forcément totalement méconnu, hein. Beaucoup de gens s'intéressent aux champignons historiquement. Il y a énormément de littérature et de matière à exploiter, mais par contre, tout ça n'est pas du tout accessible actuellement très rapidement. Il y a un travail énorme de synthèse à faire, et donc on se situe dans des notes relativement basses, vous voyez, de l'indice 4 et 5, 4 et 2. Et, et voilà. Donc là, je vais peut-être pas m'étendre sur le détail des objectifs, mais on est dans la construction d'une acquisition de connaissances vraiment, donc à essayer de mobiliser tout le monde, tous les acteurs de cette thématique, d'essayer de faire converger les données vers Silène pour qu'elles soient mobilisables rapidement, pour pouvoir ensuite refaire des synthèses et réévaluer les lacunes et affiner, ainsi de suite. Dernier point que je vais aborder, c'est la connaissance des milieux naturels. Les milieux naturels sont intégrateurs un peu de tout ce que je viens de dire avant. Donc là, on ne va pas parler de connaissances taxonomiques, mais on peut faire la correspondance avec tout ce qui a été dit avant. On va parler ici de connaissances typologiques, donc les différents types de végétation qu'on va définir selon différentes nomenclatures de référence, hein. Ça peut être la nomenclature phytosociologique, par exemple, ou des nomenclatures de type habitat, les typologies européennes comme ENIS ou comme la classification des habitats d'intérêt communautaire à l'échelle de l'Europe. Et donc là, sur la région PACA, les travaux sur les milieux naturels mettent en évidence une connaissance qui est relativement hétérogène également, relativement étonnamment, avec tous les travaux qui sont conduits, mais on est dans des indices encore dans le travail de connaissance des types d'habitats en présence. Il n'y a jamais eu de synthèse vraiment de réaliser de manière récente et actualisée. Il y a énormément de données disponibles, en particulier les données générées par l'inventaire de Natura 2000, mais tout ça n'a jamais été centralisé, harmonisé, validé, donc il y a un travail très conséquent à faire. Et donc là, actuellement, on est encore dans une phase d'accumulation de la donnée. Et la couverture du territoire est jugée hétérogène, mais surtout, on est encore quelque part en incapacité de vraiment refléter l'intégralité des données existantes. À titre d'exemple, vous avez ici sur la partie alpine la couverture de différentes sources de données habitat. On voit qu'il y a des grands plaquages, donc c'est des couvertures de cartographie carrément du territoire qui sont disponibles et
mais qui ne sont pas encore structurés en base de données et mobilisables facilement. Donc on est vraiment dans cette phase de centralisation. Donc pour vous donner un aperçu global sur ce que je viens de dire, vous avez ici la position des différents groupes. Donc on voit des situations très hétérogènes, avec chacune comment dire, ses problématiques qui leur sont propres, hein, des inventaires émergents sur qu'il va falloir développer, activer. Pour essayer de monter dans les échelles de l'indice, sachant que pour certains groupes comme les champignons, il sera illusoire de vouloir atteindre la note maximale avec un inventaire exhaustif à la maille de 5, ça demanderait trop d'efforts. Donc un objectif qui reste à se fixer raisonnable. Et puis des groupes très connus comme la flore vasculaire, les charophytes en partie, sur lesquels le travail va surtout être un travail de maintien de ce niveau de connaissance et de le maintenir à jour. Je vais terminer mon propos par un élargissement. On vous a beaucoup parlé donc de connaissances taxonomiques, les taxons en présence, de connaissances de la répartition. Donc ça, c'est vraiment le côté naturaliste. Bien entendu que la connaissance ne s'arrête pas à ces seules entrées-là, et qu'en parallèle, des travaux de réflexion sont engagés donc sur d'autres pans de la connaissance. En particulier, je vais citer la connaissance des tendances évolutives, qui est une question qui revient très fortement dans le contexte des changements globaux. Donc, différents types de manières d'essayer d'appréhender, de comprendre et de documenter les changements en cours dans la biodiversité, donc détecter des tendances évolutives, soit directement dans les données acquises, par de la statistique, par de la comparaison temporelle, soit de la mise en place de dispositifs très protocolés, très standardisés, sur lesquels on va revenir sur le long terme tous les ans pour comparer la biodiversité qu'on observe. On a aussi tout un pan de la connaissance qui va se concentrer sur l'écologie des espèces et en particulier la relation des espèces à leurs habitats. Donc l'enjeu va être ici de relier toutes les espèces que maintenant on va essayer de bien connaître en région PACA aux habitats connus de la région PACA pour faire le lien entre leurs besoins à différents stades de leur développement euh, pour une approche intégrée un peu plus orientée sur la notion d'écosystème. Et puis enfin, des connaissances sur les traits de vie des espèces, donc traits biologiques, traits fonctionnels, enfin ainsi de suite. Ça touche un peu plus, ça se rapproche de plus en plus du domaine de la recherche pour bien documenter les caractéristiques de chacune des espèces qui vont avoir des conséquences sur leur capacité de s'adapter aux changements, sur leurs exigences pour leur survie, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que nos propos ont été clairs. C'est pas forcément toujours évident sans voir le public. Et vous avez là donc les deux documents qui vous seront proposés en téléchargement si vous allez aller un peu plus dans le détail de nos travaux. Et voilà, j'espère qu'on a un peu le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Merci Virgile, merci Lorraine. Effectivement, les deux documents là qui vous ont été présentés, vos deux rapports, hein, volet faune et volet flore, on a mis le lien de téléchargement dans le chat. Donc effectivement, les participants trouveront tout le détail de vos travaux, notamment toutes les cartes par groupe. Simplement, avant de passer au temps de questions-réponses, peut-être, Sarah, si tu voulais évoquer la poursuite en fait de ce premier travail en quelques minutes avant de passer aux questions-réponses. Très bien. Très rapidement, du coup, déjà merci à tous les deux pour vos présentations et la qualité du travail qui a été conduit dans le cadre de cette étude que je salue vraiment. Vous l'aurez compris, cette présentation, on n'a pas pu rentrer dans le détail de tout, hein, vous aurez accès aux études. L'idée était vraiment aussi de vous donner une grille de lecture pour mieux comprendre ces études, ces deux études et les résultats. Donc, c'est une première démarche qui s'inscrit, comme je vous le disais en introduction, dans le cadre d'une feuille de route vers une stratégie d'acquisition des connaissances naturalistes. Virgile l'évoquait tout à l'heure, donc qui ne traitera pas de certains aspects ô combien intéressants également sur la biologie des espèces, les traits de vie, etc. Mais il faut commencer. Et donc, cette seconde phase sur l'acquisition des connaissances naturalistes, elle s'ouvre à la fois donc, sur
concernant la faune sur des diagnostics sur les groupes qui ont été moins étudiés, dont les données étaient moins centralisées dans les bases de données existantes, les coléoptères, les hétérocères, les hyménoptères, etc. Un travail spécifique sur la malacofaune, mais également aussi sur l'élaboration et la définition d'un plan d'action. L'idée, une fois que l'état des lieux a été conduit, en fait, c'est qu'on puisse définir ces plans d'action d'amélioration des connaissances pour que les territoires, les acteurs qui les animent se saisissent du sujet et initient des projets permettant de combler ces lacunes. Et pour cela, donc, on va travailler à la fois vers une approche territoriale, mais aussi taxonomique, avec les espèces ou des cortèges d'espèces. Ces plans d'action définiront les objectifs, les actions et les coûts. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie régionale biodiversité que nous conduisons, nous avons animé avec l'aide donc des conservatoires botaniques, conservatoires d'espaces naturels, la Ligue pour la protection des oiseaux, un atelier sur la connaissance qui a permis de définir des critères permettant l'élaboration de ces plans d'action. Donc, nous reviendrons vers vous pour la poursuite de ces études et voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis un peu de mieux comprendre l'état des connaissances aujourd'hui et je ne m'attarde pas davantage. Nous avons encore quelques minutes pour vos questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes sur le chat. Florine, je te laisse la parole pour Voilà, animer je vais ces quelques minutes de débat. vous transmettre les questions. Alors, une première sur voilà, la carte de représentation de la richesse spécifique n'est-elle pas également dépendante de la pression d'inventaire sur certains secteurs? Oui, directement, en fait. C'est justement tout l'enjeu. C'est la carte de la richesse, si on la fait sans prendre en compte la pression d'échantillonnage, on risque d'en conclure faire une erreur d'interprétation. Donc, en fait, il faut un inventaire, une pression d'inventaire et d'observation homogène à l'échelle du territoire pour pouvoir dresser la véritable carte de la richesse. Donc, il y a différents moyens d'évaluer si cette carte enfin, si cette pression d'inventaire est homogène. Là, on vous a surtout fait des illustrations. On n'est pas rentré dans les considérations très techniques. Mais effectivement, la première est déjà comment dire, être sûr d'avoir mobilisé l'ensemble des données disponibles. Deux, après, pouvoir effectivement faire des calculs de richesse. Et après, il y a différents indicateurs statistiques qui peuvent permettre d'évaluer si cette richesse est significative ou pas du tout, si on n'est pas, on est loin de ce qui est attendu, et ainsi de suite, quoi. Deuxième question sur quel est le pourcentage des espèces faunistiques et floristiques recensées à enjeux de conservation national et régional? Bah alors moi, je serais bien embêtée pour répondre à cette question. Et Il il y faudrait avait la récupérer. même question pour les espèces protégées et menacées. Bah, Virginie, si tu sais pour la flore, je te laisse la main, mais moi pour la faune, il faudrait. Enfin, c'est une information qu'on peut trouver hein, en croisant les différentes. Alors pour tout ce qui est protégé, les arrêtés nationaux, les listes rouges, on peut avoir cette information-là, mais j'avoue que c'est pas des chiffres que j'ai de tête. Ouais, j'ai pas révisé non plus mes chiffres juste avant de venir, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau, parce que tout dépend de ce qu'on va entendre par patrimonial. Au niveau de la flore vasculaire, par exemple, on est autour de l'ordre c'est toujours pas loin du 10% d'espèces qui sont vraiment menacées, au niveau des listes rouges, par exemple. Je crois qu'on est à 11% d'espèces menacées, vraiment menacées. Au niveau des espèces protégées, là, bah, ça va vraiment dépendre des textes, hein. Si on prend les oiseaux, je crois la plupart sont protégés. Au niveau de la flore, on va être aussi autour de l'ordre de 10%, même peut-être sûrement un peu moins. Voilà. Quand on applique, nous, des hiérarchisations sur les enjeux de conservation, il y a un choix qui est drastique. Souvent, c'est de se focaliser sur les 5% les plus à enjeu. Donc voilà, c'est vraiment. Tout dépend de la définition qu'on va donner à patrimonial. Ensuite, une question concernant les espèces là, qui ont participé qui ont été prises en compte dans le cadre de cet état des lieux. Est-ce qu'il serait possible de réaliser ce travail sur les poissons, sachant que des données sont disponibles sur les web PDPG animés par les fédérations de pêche, mais également auprès
Rhône migrateur Rhône-Méditerranée et de la Maison régionale de l'eau. Bah, alors, comme le disait Sarah tout à l'heure, hein, on l'a posé en préambule, cette étude-là, elle ne couvre pas du tout la totalité de la biodiversité d'un point de vue taxonomique et écorologique. Et donc, la méthodologie qu'on a mise en place, elle peut tout à fait être déclinée à plein d'autres groupes taxonomiques. Pour l'instant, on a ciblé les groupes sur lesquels, alors pour la faune, hein, sur lesquels on avait un niveau de connaissance et de capitalisation de la donnée surtout, qui était suffisamment important pour pouvoir produire une analyse assez poussée et rapidement arriver sur des plans d'action opérationnels. Ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est travailler sur d'autres groupes sur lesquels on cherche à comprendre quelles sont les lacunes de connaissances et quelle est leur origine, et donc pour savoir comment on pourrait les combler. Mais oui, pour les poissons, bien entendu, ce serait possible. C'est un autre champ à ouvrir potentiellement dans les années à venir. Alors, une autre question. Pour une espèce donnée, comment peut-on distinguer la lacune de connaissance de l'absence d'observation liée à l'absence de l'espèce? Alors, je le mets dans le bon sens. La lacune de connaissance, tu peux me le refaire, Corinne? La lacune de Ah, connaissance par rapport à comment, l'absence d'observation. comment peut-on distinguer la lacune de connaissance de l'absence d'observation liée à l'absence de l'espèce? Alors ça, enfin, Virginie, tu pourras compléter, mais c'est une question aussi de dire d'expert, on va dire. Donc la lacune de connaissance, c'est bien croiser, euh, donc ici une maille, hein, sur lesquelles on a connaissance des habitats qui sont présents. Et donc au regard des habitats qui sont présents et de la connaissance des experts régionaux sur la répartition des différentes espèces qui sont présentes dans ce secteur-là, on peut présupposer du cortège d'espèces qui pourraient être présents. On peut se tromper à la marge, c'est pour ça qu'on travaille à une échelle de maille et pas à une échelle de territoire plus précis que cela. Donc, au niveau de la maille, on peut se dire, bah, sur cette maille 10 km par 10 km, au vu des habitats présents, on peut s'attendre à une liste d'espèces qui est celle-ci. Et ensuite, on compare à ce qui est présent en base de données. Si on ne trouve pas une espèce, alors que tous les milieux qui sont favorables à cette espèce sont présents dans la maille, on peut supposer qu'il y a une lacune de connaissance. Après, il peut arriver que cette espèce ne soit réellement pas présente dans la maille. Mais là, c'est vraiment un croisement entre le dire d'expert, appuyé par les habitats qui sont présents et les connaissances de cet expert-ci et des experts présents, et la réalité des données. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de raconter ou pas du tout. Virgile, tu veux le traduire pour ça? Ouais, Non, ce que je peux ajouter, bah, il y a toujours une petite part d'incertitude dans l'observation naturaliste. Donc, on ne va pas faire une vérité de chacune des situations dans chacune des mailles. Par contre, si on envisage la répartition d'une espèce dans son ensemble, la meilleure façon d'être sûr qu'elle représente la réalité, c'est justement d'avoir échantillonné de manière assez intense tout le territoire. Et donc, partout où on ne l'aura pas noté, même si dans un cas particulier, elle aurait pu y être, ça va quand même refléter sa fréquence ou sa distribution dans le territoire. Donc ça, c'est la méthode la plus brutale parce qu'elle impose d'étudier, de faire l'inventaire de toutes les espèces dans toutes les mailles de tout le territoire pour être sûr à la fin qu'on a des distributions qui nous semblent cohérentes. La deuxième, c'est effectivement, si on se concentre sur une espèce en particulier, il y a le dire d'expert, mais au-delà, c'est effectivement, il y a différentes techniques par la modélisation de la niche en particulier, qui peuvent définir les zones de présence potentielle ou favorable, et par un échantillonnage beaucoup moins intense, on peut se rendre vite compte ou pas si on détecte des nouvelles populations. Et si on en détecte beaucoup de nouvelles, c'est qu'effectivement, c'était très lacunaire. Si on n'en détecte pas, ce n'est pas lacunaire. Et la dernière, c'est effectivement l'analyse des observations d'une espèce dans le temps. Euh, quand on a une espèce qui est méconnue, en fait, au fur et à mesure du temps, on va souvent découvrir de nouvelles populations qui sont différentes de celles qui sont connues. Il y a une sorte d'élargissement. Alors que quand on commence à toujours noter les espèces toujours aux endroits où elles sont déjà connues, c'est qu'on est en train de saturer quelque part la connaissance sur l'espèce. On n'arrive pas à trouver nouvelles populations. Alors bien entendu, c'est beaucoup plus facile pour le monde immobile que pour le monde mobile. Voilà. Donc, si au niveau de la flore, ça se fait relativement facilement, peut-être que pour la faune, ça se pose de manière un peu plus compliquée. Ça dépend des groupes. bon. Oui. Alors encore une ou deux questions, une liée notamment à l'origine des données utilisées pour réaliser cet état des lieux. Est-ce que des données de sciences participatives sont prises en compte dans les analyses qui ont été réalisées?
Alors, pour ce qui est de la faune, toujours, ici, on a traité vraiment uniquement, enfin, on a produit l'étude à partir de données qui étaient présentes dans Silène et qui ont été complétées, et Silène est alimentée dans ce sens-là, par les données de FaunPACA, donc la base régionale de la LPO, et des extractions des bases de données du GCP, du groupe Quirinter de Provence. Donc, strictement, non. On n'est pas allé chercher des données de sciences participatives. Par contre, certaines de ces données de sciences participatives sont reversées aux bases de données régionales. Et donc, en ce sens-là, elles ont pu être prises en compte. Par exemple, la base de données LPO intègre beaucoup de sciences participatives. Donc, à ce titre-là, oui. Oui, bah, côté Flore, la situation est un peu la même. Il y a un petit pourcentage de données issues des sciences participatives qui peuvent être présentes dans le jeu de données analysé. Il y a des gros jeux de données de sciences participatives qui n'ont pas été mobilisés, hein. Je pense aux données de iNaturalist, par exemple, ou PlanteNet, qui ne sont actuellement pas encore intégrées dans Silène, pour la raison simple que nous avons mobilisé uniquement des données sur lesquelles il y a eu une qualification par expert, donc, et que les données sont jugées fiables. Et c'est pas la quantité de données, non, enfin, c'est pas en empilant un maximum de données qu'on obtient des meilleurs résultats. Il faut quand même maîtriser la qualité des données qu'on mobilise. Et c'est vrai que les énormes jeux de données comme PlanteNet ou iNaturalist sont très riches d'informations, mais aussi très très riches d'erreurs de détermination qui peuvent venir polluer les analyses. Donc à ce stade, ils n'ont pas été pris en compte. Par contre, l'objectif à long terme est de progressivement intégrer ces données-là en les qualifiant, effectivement. Enfin, une dernière question, parce que je vois que le temps est quand même un peu écoulé, mais voilà, néanmoins une dernière question. Est-ce que ces analyses permettront de créer ou modifier les périmètres des espaces protégés en région? Bah, très concrètement, c'est effectivement ce jeu de données qui est le même jeu de données qui a été mobilisé dans le cadre d'une autre étude qui avait été faite avec pour l'ADREAL, dans le cadre de la stratégie nationale air protégée, donc où une analyse du territoire a été conduite avec l'idée de mettre en évidence plusieurs choses, des territoires particulièrement remarquables ou intéressants qui mériteraient protection, mais aussi des évaluations de la représentation du réseau au niveau de la biodiversité de la région PACA. En gros, est-ce que le réseau actuel d'espaces protégés intègre bien tous les pans de la biodiversité de la région PACA? Et donc des différents scénarios pour améliorer cette représentation en identifiant des espèces qui sont mal prises en compte par les réseaux de protection. Donc on est en plein dedans aussi. Ouais. Donc, merci à tous. Je vois que l'heure est quand même écoulée. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à nos intervenants. Merci Lorraine, merci Virgile et merci Sarah. Et puis, merci aux nombreux participants voilà, d'avoir assisté vraiment à la présentation d'une partie des résultats de cette vaste étude, de ce vaste état des lieux que vous avez mené. Donc, dans le chat, je le rappelle, vous pouvez accéder aux deux rapports où vous aurez tous les résultats détaillés. Voilà, merci à toutes et tous. Merci encore une fois aux intervenants. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci, bon après-midi. Merci.